Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, lutte contre les noyades estivales. Certaines plages seront désormais fermées au public à partir de 19h. Le gouverneur de Dakar, avec les collectivités locales, annonce une présence des forces de l'ordre avec une brigade de surveillance des plages. Messe de requiem pour Lotali Mollet, ses proches et des ressortissants congolais ont assisté ce matin à la levée du corps. Elle sera inhumée à Pointe-Noire. Inauguration du centre de données de Diamniadio, le Sénégal se positionne pour assurer sa souveraineté numérique. Le chef de l'État a demandé le rapatriement de toutes les données et plateformes hébergées à l'étranger. Violence à l'UCAD, le recteur promet des sanctions. Le professeur Amadou Alimbaï dit comprendre la colère des enseignants et du personnel administratif face aux actes de vandalisme. Mais les auteurs des violences sont une poignée d'individus à ne pas confondre avec les étudiants. Certaines plages de Dakar seront désormais ouvertes au public entre 8h et 19h. C'est une mesure prise par le gouverneur de la capitale avec les collectivités locales et des sauveteurs aquatiques cet après-midi. Autre mesure pour lutter contre les cas de noyade estivale, la présence régulière des forces de l'ordre sur les plages. La rencontre a eu lieu cet après-midi. Nous y reviendrons dans un instant avec nos équipes. L'actualité, c'est aussi la messe de requiem pour Lotali Mollet, l'étudiante congolaise mortellement agressée à Dakar au mois de mai. La messe de requiem a eu lieu ce matin devant ses parents venus du Congo pour le triste événement. La dépouille va donc être rapatriée à Pointe-Noire où est prévue son inhumation. Pape Faraning et Youssou Barro. Tous de blanc vêtus autour de la dépouille mortelle pour rendre un dernier hommage à l'étudiant Lotali Mollet, assassiné devant ses ailes. La tristesse et la douleur envahissent les parents de la victime après cette perte inattendue. Le sentiment normal d'un père qui, depuis le Congo, envoie sa fille étudier au Sénégal et qui apprend par la suite que la fille est décédée et de quelle manière. Juste par un crime crapuleux. Et donc c'est indescriptible. Il n'y a pas de mots pour vous dire ce que je ressens. C'est vrai qu'on a ôté sa vie, mais on a ôté la vie de toute une famille entière. Et ça fait vraiment mal au cœur parce que c'était une femme qui était très ambitieuse, qui avait la joie de vivre, qui avait plein de projets et qui a laissé un enfant de 4 ans. Et ce qui fait très mal. Une femme ambitieuse et travailleuse tuée gratuitement, ses proches réclament justice. Absolument, il faut qu'il y ait justice. Je profite de votre micro, merci beaucoup, pour adresser d'abord toute ma gratitude au président Macky Sall et à son gouvernement qui ont fait qu'aujourd'hui je sois ici à Dakar pour récupérer la dépouille mortelle de ma fille. Ce qui est arrivé à Lotali Mollet, ça peut arriver à tout le monde. On est vraiment dans l'insécurité dans ce pays. Et on demande vraiment aux autorités de ce pays s'ils peuvent faire quelque chose là-dessus. Parce que là, tout le monde a peur. Moi, personnellement, même quand je sors maintenant la nuit, j'ai peur. Attristé par ce drame, le maire de Grand Yoff réclame plus de sécurité dans sa localité. Personne ne doit perdre sa vie dans ces conditions. Et cela montre qu'actuellement, au Sénégal, on a un problème de sécurité. Et j'interpelle l'État pour qu'il puisse renforcer davantage les éléments qui sont au niveau du commissariat de Grand Yoff et surtout les accompagner aussi, les doter aussi de moyens logistiques. Après la messe à l'église Saint-Paul de Grand Yoff, la dépouille de Lotali Mollet est acheminée à l'aéroport Blaise Diagne de Diass, destination Congo, sa ville natale. Et parlons de l'insécurité dans les hôtels. À Saly, les hôteliers demandent justement le retour des agents de police devant les établissements. Selon eux, la présence des forces de l'ordre aura un effet dissuasif. Mamadou Gueye et Abdourahmane Diallo.
Des agents de sécurité postés devant les portes des hôtels, ils filtrent les entrées et sorties. Mais souvent, ils n'ont pas d'armes pour assurer pleinement la sécurité des hôtels. Au-delà des soldats de gardiennage, on a les caméras. Mais quand même, pour moi, ça ne suffit pas. C'est qu'un élément de la police peut faire, et ils sont assermentés. Nous, nos éléments ne peuvent pas le faire. On ne peut pas mettre dans nos postes de garde des éléments avec des armes. Alors que les policiers, ils peuvent avoir des armes. Depuis près de 2 ans, la police assistait les agents de sécurité des différents hôtels. Mais ces forces de l'ordre ne sont plus sur place. Depuis 2 semaines, les policiers ont été relevés, soi-disant c'est un manque d'effectifs, tout a été rapatrié sur Dakar. Il est vrai que je suis très inquiet, honnêtement. Pourquoi? Parce que la sécurité, vous savez ce qui s'est passé tout récemment à Pied de Lys, Touab Dialaw. C'est des choses qui ne peuvent pas être étrangères dans la station de Saly. En cette période de relance du tourisme, les acteurs veulent le renforcement de la sécurité sur la Petite Côte. Il faut renforcer encore la sécurité, il faut augmenter l'effectif de la police à Saly. Qu'ils continuent leur patrouille et qu'ils arrivent encore à mettre au moins sur chaque poste de garde dans un hôtel qu'ils mettent en élément. Ce week-end, un hôtel a été attaqué par des malfaiteurs à Toubab Dialaw et à Saly Niakhniakhal, un Néerlandais ligoté puis tué. 2 situations qui posent la question de sécurité dans la zone. Merci Abdurrahman. Et parlons de la présence de Tonton Macoute dans le Fouta lors de la tournée du président de la République. Selon le maire de Ourossogui, aucun habitant de sa commune n'a été violenté. Moussa Bokartiam, accusé d'avoir recruté ses gros bras, ni en bloc. Il parle plutôt d'épiphénomènes. Il était l'invité ce matin de la matinale de TFM, Mamadou Ndiaye et Pape Sangoni Mbaye. L'implication des nervis dans les attaques contre des citoyens à Ourossogui inquiète les observateurs, mais pas le maire de la localité qui les minimise. On essaie de vous faire croire qu'il y a eu de la violence, on essaie de faire croire qu'il y a eu des effets négatifs de cette tournée, mais cette tournée n'a absolument rien de négatif. Les images que l'on voit avec des personnes assurant la sécurité de certaines personnes, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Et n'est pas du tout l'image que nous qui étions sur le terrain, nous qui étions avec les populations, l'image qu'on retient de cette tournée économique. Comme s'il refusait de voir la réalité en face, Maître Bokartiam dégage toute responsabilité sur ces faits jugés très graves. Et très bien, la violence, toutes ses formes est toujours à punir, est toujours à bannir. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous imaginez forcément que l'arrivée de président public dans un lieu est forcément sécurisée. C'est la réalité. Maintenant, ce qu'on qualifie de nervis, on qualifie de sécurité personnelle, sécurité individuelle, ça c'est nous, la population, qui donnons ces qualificatifs-là. Ce que je constate en tout cas, il n'y a pas eu de violence faite sur des personnes au niveau de la commune de Ourossogui. De rappeler que l'hôpital de Ourossogui est chez nous et nous n'avons vu aucun certificat médical ou aucune plainte de personnes ayant dit que leurs biens ont été saccagés ou autres. Donc c'est que de l'affabulation et que c'est des personnes aussi qui sont en perte de vitesse. Des mouvements concitoyens dont Fouta Tampi annoncent des plaintes contre les nervis et le maire de Ourossogui, ce dernier, dit les attendre de pied ferme. Toute personne peut toujours porter plainte. On attend de voir de quoi il s'agit. Mais je suis vraiment étonné qu'on essaye. Tout ça, c'est de la manipulation. Ils sont dans la manipulation et dans le dénigrement. Nous, ce qu'on retient en tout cas, c'est que cette tournée économique est une excellente réussite. Et nous félicitons le président de la République. Le président de la République, pour qui travaillent ces nervis, ne s'est pas encore prononcé sur ces violences à Ourossogui qui entachent l'image de la démocratie sénégalaise. Merci Mamadou. Et je vous le disais en début d'édition, si vous êtes amateur de baignade nocturne, sachez que certaines plages seront désormais fermées au public à partir de 19h. C'est une décision prise cet après-midi par le gouverneur de Dakar, les collectivités locales et des sauveteurs aquatiques. Autre mesure prise pour lutter contre les cas de noyade estivale, la présence régulière de forces de l'ordre sur ces plages interdites donc à la baignade. Youssou Baro et Habib Faye. Il faut à tout prix sécuriser les plages pour anticiper la série noire de noyades. Tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre sous la houlette du gouverneur de Dakar. Les plages où ces incidents ont été notés sont des plages où la baignade est interdite. Alors, si bien que nous estimons que ces situations pouvaient être évitées. 36 personnes ont péri par noyade en l'espace d'1 mois, selon l'association des maîtres nageurs et sauveteurs.
Le gouverneur annonce une batterie de mesures pour plus de sécurité. Au niveau de ces plages-là, nous mettrons, nous, la police et la gendarmerie en fonction de la zone de compétence, mais surtout en relation avec les collectivités territoriales, effectivement. Ils veilleront donc, les agents des forces de police et de gendarmerie, à faire respecter la mesure d'interdiction de baignade. Pour une meilleure sensibilisation des jeunes et enfants, l'intégration d'un module dédié à la sécurité des baignades est souhaitée dans le système éducatif. C'est possible. C'est possible. Là, effectivement, la proposition a déjà été faite. Nous allons donc l'analyser, la soumettre à l'appréciation du ministre en charge de l'éducation pour que dans les cours d'instruction civique et autres, qu'on revienne sur, sur la gestion des plages, sur le respect des interdictions et autres. Désormais, la sécurité est hautement renforcée au niveau des plages avec la présence des forces de l'ordre pour dissuader les récalcitrants sur les sites interdits à la baignade. Merci Habib. L'autre grand titre de cette édition, le recteur de l'UCAD promet des sanctions contre les fauteurs de troubles à l'université. Pour lui, les auteurs des violences représentent une poignée d'individus à ne pas confondre avec les étudiants. Le professeur Amadou Alimbaï dit comprendre cependant la colère des enseignants et du personnel administratif face aux actes de vandalisme notés dernièrement à l'UCAD. Il s'est exprimé en marge d'une conférence sur l'université africaine face aux défis de l'employabilité. Rencontre organisée en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie. Et comment éradiquer cette violence verbale, des fois physique en milieu universitaire? Quelle est la responsabilité des parents? Éléments de réponse, Fatima Touré et Pape Sangoné Mbaye. Cet dimanche a fait le tour des réseaux sociaux. Des élèves ou étudiants qui s'en prennent parfois violemment à leurs professeurs. Une goutte d'eau de trop que déplorent les parents d'élèves. Je déplore très sincèrement ce qui se passe dans les écoles et les universités. Les enfants sont très têtus et n'écoutent plus personne. Les parents font tout pour veiller à leur éducation. Mais une fois dehors, ils font ce qu'ils veulent. La nouvelle génération, avec la relation avec les professeurs, c'est autre chose. Nous, dans nos temps, quand on voyait notre professeur, on se cachait. Mais tout est parti là où on dit que le professeur n'a pas le droit de frapper l'élève. C'est ça. Il ne faut pas qu'on suive, les Occidentaux. Nous, on a notre culture. Pour ce monsieur, certains parents ont raté l'éducation de base de leur progéniture. Auparavant, l'éducation civique et morale se faisait au sein de la famille. L'enfant est suffisamment préparé pour affronter le milieu scolaire. Pas de violence physique ou verbale, mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Face à cette violence parfois physique sur le corps professoral, de lourdes sanctions s'imposent. Il faut les sanctionner sévèrement. Je pense que l'exclusion définitive est la solution. Il y a certains étudiants qui ne méritent pas d'être à l'université. Je demande à l'État de revoir les réformes liées à l'éducation. La solution est de les sanctionner. Un élève qui attaque son professeur ou son maître mérite l'exclusion définitive. Les relations entre professeurs et étudiants doivent être cordiales, basé sur le respect du règlement intérieur établi au sein des écoles et universités. Selon les parents rencontrés, des mesures doivent être prises afin d'éradiquer ce phénomène qui profite à personne. Et puis ce chiffre maintenant, en 2020, les cas de paludisme ont augmenté de plus de 25%, annonce faite par le coordinateur du programme national de lutte contre la maladie à l'occasion d'une rencontre avec la presse. Rencontre en prélude au lancement mardi prochain d'une campagne d'aspersion intra-domiciliaire. Selon les spécialistes, la légère hausse des cas de paludisme est peut-être liée au contexte particulier de la pandémie actuelle. Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. En 2020, le nombre de cas de paludisme a augmenté au Sénégal de 25%, de même que le nombre de décès qui a connu une hausse de 43%. Ainsi, au total, en 2019, nous étions à 354 708 cas, mais malheureusement, une augmentation de 25% a été notée. Ça peut être bénéfique dans le sens où
un meilleur dépistage permet de prendre précocement en charge les cas. Par contre, également, le nombre de décès également a augmenté. De 260 en 2019, on est passé à 373 cas de décès en 2020. Cette augmentation du nombre de cas de paludisme est due à la hantise des populations de se rendre dans les structures sanitaires, surtout durant cette période de Covid-19, car les deux maladies ayant à peu près les mêmes symptômes. Le paludisme et la Covid étant très similaires dans la symptomatologie, et la stigmatisation et l'autostigmatisation qui a été créée a fait que certaines populations rechignaient à aller dans les structures de santé, et ce qui peut expliquer le nombre de décès élevés. Actuellement, les régions les plus touchées sont celles du sud, notamment Kolda, Kédougou et Tambacounda. Le paludisme, malgré qu'il y a un recul très considérable dans certaines parties du pays, reste un fardeau, surtout dans le sud du pays, qui à elle seule représente plus de 83% des cas de paludisme qui ont été recensés en 2020. Mais également, sur le nombre total de décès, 51% des décès tout âge confondu est recensé dans ces zones qu'on appelle la zone rouge du paludisme. Pour contrecarrer cette évolution, un plan stratégique basé sur la prévention avec la lutte anti-larvaire a été mis en place, mais aussi la distribution de moustiquaires imprégnés, où plus de 751 000 moustiquaires ont été distribués dans l'ensemble des districts du pays. Et retenez à propos de la pandémie que 35 nouvelles contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures et une personne a succombé à la maladie ce lundi. Le président de la République a inauguré ce matin le centre de données de Diamniadio, le Sénégal. Disposant de cette infrastructure numérique majeure, le chef de l'État a donné l'instruction de rapatrier toutes les données et plateformes hébergées à l'étranger. Avec ce centre de données, le Sénégal aura désormais la possibilité d'assurer sa souveraineté numérique. Voici le président de la République. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'ADIE, à faire désormais héberger par le data center l'ensemble des données et plateformes de l'État. Il faudra ainsi procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger, pour les rapatrier, et au niveau national, dans des structures non conformes aux standards de sécurité et de sauvegarde. Mais en tout cas, Sénélec, SONES, toutes ces sociétés qui ont des données, voire des métadonnées, doivent pouvoir, dans une harmonie et une synergie avec l'ADIE, rapatrier les données ici au Sénégal et surtout travailler dans ce centre de ressources. En outre, j'engage les ministres en charge des finances et de la coopération, ainsi que le ministre de l'économie numérique, à veiller à la mutualisation des moyens. Et puis l'UDT 3D, syndicat majoritaire à Dakar Demdik, exige de meilleures conditions de travail. Les syndicalistes demandent également le renouvellement du parc automobile pour la continuité du service public. Les travailleurs ont eu une rencontre d'échange avec la direction générale. Marc Fodé-Tendeng et leur porte-parole avec Maimouna Ndiaye. Cadre d'échange sur la situation et les difficultés auxquelles on est. On a échangé, lui en tant que directeur général, il a dégagé des perspectives d'avenir en faisant d'abord l'audit de la situation qu'il nous a décliné et que l'on a compris. Donc forcément, il y a des priorités, d'abord sur un stock d'endettement qui est là, extérieur et interne. Quand on parle de stock d'endettement externe, on parle au niveau des institutions sociales, au niveau de la fiscalité, au niveau de nos fournisseurs, de nos partenaires. En interne, au niveau des institutions de prévention maladie comme l'IPM, la coopérative d'État et d'autres. Les projets sont là déjà. Je vous ai dit le renouvellement du parc de bus, parce que nos partenaires qui existaient, c'était des partenaires asiatiques et indiens. Mais fort heureusement, on va aller vers d'autres partenaires européens pour renouveler le parc de bus. Donc aujourd'hui, vous savez, on va avoir une forte demande, mais Dakar Demdik ne peut pas faire face à cette demande à cause des défaillances techniques qu'on a.
Espérons que ces promesses seront tenues. Espérons aussi qu'on aura toujours le soutien de l'État, qui nous a toujours accompagnés, comme je vous l'ai dit. Nous vivons des moments difficiles. Donc, notre préoccupation majeure, c'est le salaire. Il y a un caractère alimentaire. Fort heureusement que les salaires sont payés. Mais maintenant, nous, notre principale inquiétude, c'est de voir l'entreprise pérenne. Et puis le gouvernement du Sénégal a décidé d'imposer une taxe sur les bouillons qui constituerait une menace sur la santé des consommateurs. Décision qui n'est pas du goût des travailleurs d'une société spécialisée dans la fabrication des bouillons Patisen. Écoutons leur porte-parole Amadou Ndao, chef ligne à cette société. Qu'on doit voter d'ici jeudi au niveau de l'Assemblée nationale, qui est une loi qui hausse les taxes, les taxes sur les bouillons. Et les taxes sur les bouillons, vraiment, ça n'arrange pas les travailleurs. Nous qui sommes plus de 3500 travailleurs dans l'usine, on risque d'aller en chômage si l'État hausse ces taxes actuellement. Nous parlons avec l'État, M. Macky Sall, d'essayer de lever ces taxes sur les bouillons-là. Ça sera quelque chose qui va nous déranger vraiment. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a entendu que la loi doit être votée là-bas d'ici jeudi. Mais nous disons non aux députés de renoncer à cette loi-là pour que cela ne passera pas. Parlons maintenant du forum de Dakar, lancement de l'Institut des métiers du management et de l'innovation, un institut qui vise à promouvoir les talents africains via plusieurs filières innovantes dans un contexte marqué par la digitalisation. Limi, membre du forum de Dakar, a pour parrain Youssou N'Dour, choisi pour son esprit créatif. Le parrain invite les étudiants à s'adapter à la nouvelle donne, surtout du numérique. Compte rendu du lancement, Fatou Kinedem et Amadouba. Un institut, une opportunité pour booster les métiers de l'avenir. Il s'agit pour l'Institut des métiers du management et de l'innovation, par ailleurs membre du Forum de Dakar, de travailler à l'éclosion des talents africains, cela à travers différentes filières. Le challenge, c'est de faire en sorte de ne laisser personne au bord de la route. Nous avons parlé des trois filières par lesquelles nous avons commencé, à la fois les métiers du divertissement, les métiers du journalisme et de la communication digitale, mais également les métiers des arts culinaires. Et d'autres certificats, d'autres filières viendront étoffer l'IMI. L'IMI, dont le lancement s'est tenu à l'occasion, a pour parrain Youssou N'Dour. Choisi pour son leadership, il salue ainsi la vision et le concept de l'Institut. Je me réjouis aussi du choix de l'AMI, que je vais essayer de décortiquer en 4 mots. Institut, donc un lieu de savoir et d'apprentissage. Métier, pour donner un sens, une utilité dans sa vie. Management, pour gérer son activité, sa carrière, ses projets. Innovation, qui dit innovation, dans ce monde-là, si on n'innove pas, comme on dit, qui n'avance pas, recule. Plus loin dans ses propos, le parrain invite les étudiants à plus de créativité dans un monde très en avance avec la technologie. Vous n'êtes pas concurrent à des Sénégalais. Vous avez des concurrents un peu partout dans le monde. Moi, j'ai un projet ici. Je demande par les plateformes. Demain, il y a 1000 personnes qui répondent et peut-être il n'y en a même pas 100 qui viennent du Sénégal. Donc, ils gagnent le marché tout de suite. Donc c'est beaucoup plus difficile maintenant pour les étudiants. C'est ça le challenge, c'est de comprendre la globalité. Le digital a effacé les frontières. Le pari est lancé pour l'Institut des métiers du management et de l'innovation. Objectif, permettre aux étudiants d'être outillés en gestion et innovation dans leurs projets. Lancement donc de l'Institut des métiers du management et de l'innovation. Il y a 10 ans, Cheikh Bamba Dièye s'était enchaîné devant les grilles de l'Assemblée nationale. C'était un des actes forts du soulèvement citoyen contre le vote du projet de loi visant à instituer l'élection d'un ticket présidentiel au Sénégal. Ce mercredi, le mouvement 23 juin commémore l'an 10 des événements de juin 2011. Marcel Marone et Tierno Laurent Mendy.
23 juin 2011, 23 juin 2021, le Sénégal commémore dans quelques heures les 10 ans d'un événement considéré comme l'un des plus marquants de l'histoire politique post-indépendance. Un projet de loi proposé par le président d'alors, Maître Abdoulaye Wade, devait être soumis ce jour-là aux députés de l'Assemblée nationale. Il consistait à l'instauration du quart bloquant qui verrait le candidat atteindre au moins 25% des suffrages élus dès le premier tour. Aussi, celui-ci prenait en compte le poste de vice-président qui accompagnerait le vainqueur du scrutin. Il y avait un monde extraordinaire sur le plan de la quantité et sur le plan de la qualité. Tous les leaders politiques, tous les leaders de la société civile pratiquement, tous les leaders syndicaux, mais surtout des Sénégalais de tous âges, de toutes conditions, des mamans de 80 ans qui étaient là-bas. Et personne ne voulait rater effectivement cet événement. Comme je dis, un événement vraiment disruptif. Et pour la première fois aussi, la rue, c'est-à-dire que les populations qui étaient là ont censuré l'Assemblée nationale. Et le projet de loi a été retiré. Un mouvement dénommé M23, en référence à la date en question, voit le jour. Et une décennie après les événements, que reste-t-il du mouvement du 23 juin? De mon point de vue, le M23, si vous voulez, tel qu'il existait à l'époque, n'existe plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, même si l'État avait effectivement des éléments du M23 qui étaient là, tout simplement, pour se protéger, l'État n'a pas besoin de... Et le connaissant, les gens effectivement de l'opposition se disent, écoutez, l'esprit du M23 étant fort, et puis un esprit mobilisateur auquel effectivement s'est rallié tous les Sénégalais, c'est bon bien sûr qu'on reprenne ce slogan à nous aussi pour pouvoir faire ce que le M23 a fait. Un mouvement qui aura donc grandement contribué à la deuxième alternance politique au Sénégal, puisque quelques mois après, Macky Sall s'emparait du pouvoir à l'issue du second tour en mars 2012. Merci Marcel. Et puis un mot de culture avec le premier succès musical de la chanson Bienvenue au Sénégal, hymne de la fraternité. Le collectif qui a composé cette chanson est primé en France, une initiative de l'association Les Écrivains. La plage des livres qui à travers ce prix félicite les artistes qui ont participé à la chanson Bienvenue au Sénégal. Heureux d'être là en France pour recevoir le prix national de la fraternité décerné par l'association des écrivains, la plage des livres. À cette occasion, je félicite tous les participants, les artistes et toute l'équipe, notamment Abdou Guitessek, Sébastien, Pape Diouf, Hassan Ndiaye, Titi, Mirma, Davassé et pratiquement tous nos techniciens. Alors, chers amis, comme vous le savez, ce n'est qu'un début. Et sur cette occasion, nous lançons un appel au président de la République, aux autorités, de nous appuyer, de nous soutenir, puisque, comme vous le savez, notre mission, c'est de faire la promotion du Sénégal sur l'international. Et avec ce titre, nous sommes sûrs et certains d'atteindre nos objectifs. Et puis, dans l'actualité sportive, championnat de basket U19, les Lionceaux vont participer à un tournoi de préparation en Espagne. Début de la compétition le 3 juillet prochain. L'objectif est clair, faire mieux que leur dernière participation en 2019. Avant de partir, ils ont reçu ce matin les encouragements des dirigeants Youssou Baro et Pape Faranig. Pour une deuxième participation au mondial U19, l'équipe nationale masculine de basket doit faire mieux que la précédente, mais surtout montrer un bon comportement durant toute la compétition. L'objectif, c'est de faire mieux qu'en 2019. Nous nous sommes préparés à faire la meilleure participation du Sénégal dans l'histoire de la Coupe du Monde U19. Mais pour cela, il fallait mettre les joueurs dans des conditions de préparation performantes, mais également dans des conditions de participation de bonne qualité. Avec une bonne préparation et de meilleures conditions, forcément les résultats vont suivre. C'est dans ce cadre que le ministre a fait en sorte que cette équipe des U19 puisse être mise dans les meilleures conditions possibles pour participer à des Coupes du Monde. Une Coupe du Monde, c'est une compétition, mais c'est l'image du Sénégal qui est véhiculée. Et nous leur avons dit qu'ils devaient honorer le drapeau, qu'ils devaient honorer le peuple, qu'ils devaient tout mettre en œuvre
pour participer dans cette compétition et gagner, puisque gagner, c'est la loi du sport, mais au-delà, représenter dignement le Sénégal. Une compétition pour pouvoir détecter de futurs joueurs olympiques. Moi, je me projette sur les Jeux olympiques de 2024, qui auront lieu donc à Paris dans 3 ans. Alors, des jeunes qui vont participer à un championnat du monde, qui ont en fait donc moins de 19 ans, cela veut dire que d'ici 2 ans, 3 ans, ils sont tous seniors. Ça veut dire que donc à leur retour au niveau du championnat du monde, ils vont en fait devenir seniors et ils pourront, je pense qu'ils pourront faire partie de l'équipe future qui va aller à Paris avec nous. Donc c'est pourquoi je leur dis, je vous encourage parce que vous devez vous projeter sur en fait 2024. Après une préparation externe et interne, l'équipe nationale de basket U19 s'envole en Espagne pour participer à un tournoi avant de rallier la Lettonie pour la compétition. Et puis, rejetée en Europe, la Super League des clubs fait son bonhomme de chemin en Afrique. Les premiers balbutiements d'un projet qui interpelle sur ses critères de participation, son intérêt pour le football africain. La réflexion est signée Cher Salibou Diarra. Une Super League des clubs africains est en gestation. Une annonce du président de la Confédération africaine de football qui intrigue bon nombre d'observateurs. Je peux dire d'emblée que je suis plutôt circonspect. Parce que je me demande simplement pourquoi l'Afrique accepterait ce que l'Europe a rejeté 2 jours seulement après que l'idée a été émise. L'Europe n'a pas voulu d'une Super League. Pourquoi l'Afrique l'adopterait-elle? C'est une question qu'on peut se poser en ignorant encore tout de ce que sera cette compétition. Quels sont les clubs qui vont y participer? Va-t-elle tuer les autres compétitions interclubs? La Super League suscite autant d'interrogations. Si ce sont les plus performants, par exemple, est-ce qu'on n'aura pas une écrasante majorité des clubs du nord du continent, au détriment de ceux de l'Afrique subsaharienne? Est-ce que la Ligue des champions va continuer d'exister à côté de cette Super League? Voilà autant de questions actuellement sans réponse. Donc, attendant d'y voir plus clair, mais moi, de prime abord, je suis plutôt sceptique quant aux avantages de cette Super League-là pour le football africain des clubs, puis dans sa globalité. Le projet de la CAF se veut inclusif pour rendre le football africain compétitif. D'après le président Patrice Motsepe, l'objectif est de générer plus de revenus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info.